Dans le détroit d'Ormuz, l'eau est noire comme de l'encre. Seuls les stroboscopes infrarouges et les feux de coque d'un navire qui n'a rien à faire ici viennent rompre cette obscurité. L'Al-Sadar est un pétrolier Suezmax de 150 000 tonnes, battant pavillon neutre, ancré à 2 milles à l'est de l'USS Carney, un destroyer de classe Lake Burke en train d'effectuer des balayages de guerre électroniques dans l'une des zones maritimes les plus disputées de la planète. Le ciel est dégagé. La mer est calme. Et puis le balayage sonar capte quelque chose qui ne devrait pas être là. Un bourdonnement à basse fréquence qui vibre à travers les plaques de coque, une signature mécanique qui ne correspond à rien de ce qu'un pétrolier commercial devrait transporter. 4 vedettes de patrouille. Mark VI se détachent de la formation du Carnet. Leur double moteur diesel hurle tandis qu'elles atteignent 45 nœuds et fendent les vagues. Il n'y a pas de négociation ici, pas de fréquence d'appel, pas de tir de semonce. Les bateaux se rapprochent à moins de 200 yards et c'est à ce moment précis que la passerelle civile de l'Al-Sadar subit une transformation mécanique. Des volets dissimulés coulissent le long des rambardes, révélant des mitrailleuses lourdes de 12,7 mm. Les traceurs commencent à broder l'eau, tissant un treillis de phosphore incandescent dans l'obscurité. Les systèmes de canon Mark 38 de 25 mm à bord des vedettes de patrouille répondent instantanément. Les obus explosifs martèlent les rambardes du pétrolier, déchirant les supports de canon et forçant l'équipage à se mettre à couvert. Les coques des Mark VI s'écrasent contre le flanc du pétrolier de 150 000 tonnes. Des grappins pneumatiques sont projetés depuis les rampes de pont, leurs griffes d'acier mordant dans la superstructure du pétrolier, tandis que les treuils mécaniques tendent les câbles. Des charges de brèche sont posées contre l'écoutille principale et la détonation suit une fraction de seconde plus tard, une onde de pression qui déforme l'acier et ouvre la voie vers la cale. À l'intérieur du navire, le chemin s'enfonce profondément dans les ballastes. Et ce que l'équipe d'abordage découvre là-bas, ce ne sont ni du pétrole, ni des armes de contrebande, ni même des explosifs conventionnels. Sous la ligne de flottaison, la coque est infestée. Des dizaines de cylindres d'acier sous pression, des pods parasites, sont fixés magnétiquement aux plaques extérieures. Ils émettent ce même bourdonnement à basse fréquence que le sonar avait capté, et ils ne constituent pas une cargaison. Ce sont des engins explosifs improvisés autonomes sous-marins, chacun conçu pour traquer la signature acoustique d'un bâtiment de surface et exploser au contact. Un grondement mécanique colossal parcourt l'Al-Sadar. Les fixations magnétiques des pods se libèrent en une séquence synchronisée. Les pods s'activent, leurs hélices internes se mettent en rotation et ils commencent à traquer la signature acoustique de l'USS Carney. Ils ne sont plus en sommeil. Ils chassent. À bord du Carnet, la suite sonar AN/S QQ89 enregistre 20 signatures distinctes émergeant de sous le pétrolier. La logique est limpide. La coque est sous menace immédiate. Les 4 turbines à gaz montent en régime au maximum, poussant 100 000 chevaux à travers les arbres d'hélice. Le destroyer de 9 000 tonnes s'engage dans un virage serré à grande vitesse, les plaques de pont gémissant sous la force centrifuge. Les tubes lance-torpilles. Mark 32 sur le flanc tribord pivote de 90 degrés et 3 torpilles légères, Mark 54, sont éjectées dans l'eau. Leurs têtes à sonar actif s'activent dès l'immersion. Les capteurs Mark 54 se verrouillent sur les pods qui approchent et une série de détonations sous-marines s'ensuit. Les ondes de choc traversent l'eau et frappent la coque du Carnet. Le réseau d'alimentation électrique interne vacille tandis que les systèmes compensent les vibrations, mais les moteurs continuent de rugir. Pendant que la suite sonar traite les menaces restantes, le littoral iranien s'éveille. Des signatures radars s'épanouissent sur les écrans. L'attaque sous-marine n'était que la première couche d'un engagement multidomaine. Il faut prendre du recul pour comprendre ce qui est véritablement en jeu ici. Le détroit d'Ormuz fait 33 km de large en son point le plus étroit, et il gère quelque part entre 17 et 21 millions de barils de pétrole par jour, soit approximativement 30% de tout le pétrole commercialisé par voie maritime sur la planète. Si ce passage est fermé, même pendant 72 heures, on parle d'une crise énergétique mondiale qui ferait passer l'embargo pétrolier des années 70 pour un simple accroc dans une chaîne d'approvisionnement. Le corps des gardiens de la révolution islamique le sait,
et il a construit toute une doctrine de guerre asymétrique autour de cette réalité. Ils ne peuvent pas rivaliser avec la marine américaine en tonnage ou en technologie, alors ils n'essaient pas. À la place, ils saturent tôt la zone avec des plateformes bon marché, rapides et jetables. Drones, embarcations d'attaque rapide, missiles de croisière, mines sous-marines. Et ils les disposent en couches successives, conçues pour submerger les systèmes défensifs par le seul volume. La logique est simple. Si vous pouvez forcer les États-Unis à tirer un missile à 2 millions de dollars sur un drone à 50 000 dollars, et si vous pouvez faire cela 50 fois de suite, vous remportez la guerre économique même si vous perdez l'engagement tactique. Le pétrolier Al-Sadar était le cheval de Troie de cette stratégie. C'était une plateforme de lancement mobile déguisée en trafic civil, stationnée dans les voies de navigation internationale où elle est légalement intouchable jusqu'à ce qu'elle passe à l'action. Les pods parasites constituaient la couverture, un essaim distribué capable de saturer les défenses rapprochées d'un destroyer et de le forcer dans une zone de destruction. Et le moment choisi était délibéré. Les Iraniens avaient attendu que le Carnet opère dans une zone à fort trafic, entourée de navires commerciaux neutres, où le moindre calcul erroné risquait d'aboutir à un désastre diplomatique, ou pire, à un équipage mort sur un pétrolier qui était censé simplement transporter du brut. L'attaque était rationnelle, compétente, et elle a failli réussir. C'est là que la situation devient stratégiquement intéressante. 50 vedettes d'attaque rapide iraniennes de classe Boghamar surgissent de la brume côtière en hurlant. Ces coques en fibre de verre filent à 80 km/h, se rapprochant en formation d'essaim. Armées de roquettes 207 mm, du fer non guidé, elles commencent un tir continu par salve. L'air se remplit de traînées de fumée. Le canon Mark 45 de 5 pouces de l'USS Carnet, sur le pont avant, entame une séquence de tirs. Un obus de 32 kg quitte le canon toutes les 3 secondes. Chaque impact sur une coque en fibre de verre résulte en une désintégration cinétique totale. Mais l'essaim est dense et les bateaux utilisent la masse imposante du pétrolier Al-Sadar pour bloquer la ligne de mire du destroyer. Le Carnet combat désormais simultanément dans 3 dimensions. Menaces sous-marines provenant des pods parasites, menaces de surface provenant des vedettes d'attaque rapide et une menace aérienne sur le point de se concrétiser. Un A-10C Thunderbolt 2 pénètre dans l'espace aérien à 240 mètres d'altitude, se déplaçant à 555 km/h. Ce n'est pas une mission de frappe. Le Warthog fonctionne comme appât. Un drone leurre serait inutile ici, car les défenses côtières iraniennes utilisent un système automatique d'identification de fréquences de drones qui filtre immédiatement les petites signatures télécommandées. Pour tromper le radar S-300 de Bandar Abbas, la mission exige une cible avec une large surface équivalente radar et une signature thermique de haute intensité, quelque chose qu'une lourde cellule pilotée peut seule fournir. Pour le radar de recherche du S-300, l'A-10C ressemble à une cible grasse et lente, et les Iraniens mordent à l'hameçon. Le radar S-300 pivote de 180 degrés et se verrouille sur le Warthog. Un faisceau de poursuite à haute fréquence s'abat sur la peau en titane de l'avion. Dans le cockpit, le récepteur d'alerte radar émet un son continu signalant un verrouillage létal. L'A-10C maintient son cap. Il fonctionne comme un aspirateur numérique, enregistrant chaque fréquence et chaque impulsion que le S-300 utilise pour maintenir le verrouillage. Ces données sont téléchargées via la liaison 16 directement vers l'USS Carnet et le groupe de frappe aéronaval. Chaque batterie dissimulée sur la côte est cartographiée en temps réel. Ses coordonnées exactes et ses fréquences opérationnelles révélées par le simple acte de traquer le Warthog. 2 intercepteurs iraniens, F-14 à Tomcat, rugissent depuis la piste de Bandar Abbas. Ils allument la post-combustion et comblent la distance à 2250 km/h. Le pilote de tête centre le Warthog sur son écran et relève le protège-gâchette. Il a un missile AIM-54 Phoenix prêt à tirer, et il croit que ce sera la prise la plus facile de sa vie. Ce qu'il ne sait pas, c'est que 6 km au-dessus de lui, 2 chasseurs furtifs F-35B Lightning II maintiennent une orbite silencieuse depuis 41 minutes. Ils utilisent le EOTS, un anneau de 6 caméras infrarouges qui peut voir la chaleur des réacteurs du Tomcat aussi clairement qu'en plein jour. Le Tomcat de tête tire le missile AIM-54 Phoenix.
C'est un missile de 450 kg qui accélère à 5000 km/h, environ 5 fois la vitesse d'un avion de ligne commerciale. Il décrit un arc dans le ciel, prêt à piquer et à réduire l'A-10 en un nuage de débris. 12 secondes avant l'impact. 10, 9, 8. Les pilotes des F-35B actionnent leur commutateur. Ils activent leur radar AN/APG-81 et projettent un faisceau d'énergie concentré dans le système de contrôle de tir du Tomcat. Ils utilisent le brouillage par mémoire numérique des radiofréquences. Ils captent l'impulsion radar iranienne, la déforment et la renvoient. Soudainement, le pilote iranien voit 10 Warthog différents sur son écran, puis son écran radar devient complètement noir. L'AIM-54 Phoenix perd son verrouillage. Ce n'est plus qu'une roquette non guidée extrêmement coûteuse. Elle culbute dans les airs et s'abat dans l'eau à 8 km de sa cible. Avant même que le pilote iranien puisse traiter ce qui vient de se produire, un missile AIM-120 DAMRAAM quitte la soute interne du F-35B de tête. Le missile se déplace à Mach 4. Le second Tomcat ailier ne reçoit jamais la moindre alerte lumineuse. La fusée de proximité se déclenche à 9 mètres de l'aile et le Tomcat est instantanément transformé en boule de feu. La cellule se brise sous l'effet de la pression et les débris entament une vrille brûlante à plat vers le golfe. De retour sur l'Al-Sadar, l'équipe d'abordage est clouée sur le pont. Soudainement, on entend le son de lourds systèmes hydrauliques. Les énormes plaques d'acier du pont devant eux commencent à coulisser, et un essaim de drones Shahed 136, les mêmes utilisés en Ukraine, commence à se mettre en marche. Ils n'ont pas besoin de pistes, ils décollent directement des rails. Les 5 premiers franchissent le bord du navire et foncent droit sur l'USS Carney. Le Carney oriente son canon Mark 45 de 5 pouces vers le pétrolier, visant les lanceurs et tire un obus explosif à fusée de proximité qui explose juste au-dessus du berceau de drone. L'onde de souffle déchiquette les ailes en fibres de carbone des drones restants avant même qu'ils puissent décoller. Mais les Iraniens ont un protocole de terre brûlée. Les vedettes d'attaque rapide qui encerclaient le secteur réalisent que la couverture aérienne a disparu et elles cessent de manœuvrer. 6 bateaux, chacun chargé de centaines de kilogrammes d'explosifs, entament une course suicide en visant la section médiane du Carney. Le navire se transforme en mur de plomb. Les servants des canons Mark 38 tirent jusqu'à ce que les canons rougeoient. Ils en arrêtent 5, mais le 6e bateau approche à 80 km/h, à moins de 100 mètres. Le Phalanx CIWS, le système que l'équipage surnomme R2D2 avec une mauvaise attitude, prend le relais. Il tire des projectiles en tungstène de 20 mm à raison de 75 par seconde. Le son ressemble à une tronçonneuse géante qui lacère l'air. L'explosion se produit si près que l'onde de choc fait voler en éclats les vitres de la passerelle de l'USS Carney et inonde le pont de fibres de verre en flammes. La côte iranienne a une dernière carte à jouer. Réalisant que leurs drones et leurs bateaux ont échoué, ils lancent 3 missiles de croisière Ghadr. Ce sont des armes lourdes, conçues pour couler des bâtiments capitaux, et ils volent bas, épousant la surface de l'eau pour rester sous les radars. Le radar AN/S PIG-1D de l'USS Carney les accroche, mais les cellules de lancement vertical avant sont à court de missiles SM-2 et il n'y a pas le temps de recharger. Le navire doit s'appuyer à nouveau sur le Phalanx CIWS. Le 3e missile effectue une manœuvre de montée brusque. Il s'élève haut, puis plonge directement sur la passerelle. Le CIWS le suit tout au long de sa trajectoire ascendante, et les vibrations du canon sont si intenses qu'elles font claquer les dents de chaque membre d'équipage à bord. L'explosion se produit à seulement 100 mètres au-dessus de la coque. Une gigantesque boule de feu déferle sur le pont et la chaleur est si intense qu'elle cloque la peinture de la superstructure. Mais l'USS Carney est toujours debout. Les vedettes iraniennes restantes voient les missiles de croisière échouer. Elles voient les Super Hornets arriver depuis le groupe de frappe aéronavale au loin. Elles comprennent que le combat est terminé. Elles font demi-tour et fuient vers la côte, abandonnant le pétrolier aux flammes. Prenons maintenant du recul par rapport à la chronologie des événements et réfléchissons à ce qui vient de se produire par couches successives. Premièrement, c'était un test.
Les Iraniens voulaient voir comment la marine américaine répondrait à une attaque de saturation multidomaine dans une zone commerciale à fort trafic. Ils ont eu leur réponse et ils ont enregistré chaque fréquence, chaque temps de réponse, chaque décision tactique. Mais les Américains les ont enregistrés également. Les données téléchargées depuis l'A-10C et les F-35B ont fourni au groupe de frappe aéronavale un ordre de bataille électronique complet des défenses côtières iraniennes. Emplacement des radars, type de missiles, fréquences opérationnelles, protocole de réponse. Ces renseignements sont désormais intégrés dans les algorithmes de ciblage qui seront utilisés la prochaine fois que cela se produira. Et il y aura une prochaine fois. Deuxièmement, l'engagement a révélé un changement doctrinal. Les Iraniens ne s'appuient plus sur des plateformes grandes et coûteuses. Ils transforment les infrastructures civiles en armes, des pétroliers en plateformes de lancement, des actifs militaires dissimulés dans le trafic de navigation neutre, des navires commerciaux utilisés comme boucliers. Cela complique les règles d'engagement d'une manière qui dépasse de loin le niveau tactique. Si vous ne pouvez pas distinguer un pétrolier civil d'une plateforme d'armement avant qu'il soit déjà à l'intérieur de votre périmètre défensif, vous combattez une guerre où le premier coup de feu est aussi le dernier avertissement. Troisièmement, la marge d'erreur était quasi nulle. Si les Iraniens avaient lancé leur essaim 60 secondes plus tôt, pendant que le sonar du Carnet était encore aveuglé par les pods sous-marins, l'issue aurait pu être très différente. Si l'un de ces bateaux suicides s'était approché à 50 mètres de plus avant que le phalanx n'intervienne, l'explosion se serait produite à l'intérieur de l'enveloppe défensive du navire. Si le missile de croisière avait effectué sa manœuvre de montée brusque 3 secondes plus tard, le CIWS n'aurait pas eu la géométrie nécessaire pour l'intercepter. Le camp qui a gagné aujourd'hui n'a pas gagné grâce à une puissance de feu écrasante. Il a gagné parce qu'il a détecté la menace plus tôt, l'a traitée plus rapidement et a maintenu une conscience situationnelle dans 3 domaines simultanément. Ce n'est pas un avantage matériel, c'est un avantage doctrinal, et la doctrine est plus difficile à copier que le matériel. L'équipe d'abordage sécurise la passerelle de l'Al-Sadar. L'équipage se rend immédiatement. Ce n'étaient pas des combattants, mais des techniciens envoyés pour gérer les systèmes de lancement. Le nettoyage prend toute la matinée. Des hélicoptères MH-60R. Seahawk sont déployés pour récupérer les survivants dans l'eau. Les pods parasites restants sont sécurisés et hissés sur le pont de l'USS Carnet. Et lorsque le premier pod est ouvert avec un coupeur robotique, l'équipe ne trouve pas des pièces de drone ni des explosifs. Ils trouvent des cartes numériques haute résolution. Ces cartes contiennent les coordonnées GPS exactes et les points de faiblesse structurels de chaque grande usine de dessalement aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. C'était une mission de pré-ciblage. Les Iraniens se préparaient à frapper l'approvisionnement en eau de millions de personnes. Le pipeline invisible était en réalité un compte à rebours vers un désastre humanitaire. L'USS Carnet fait route vers les eaux libres, remorquant le pétrolier derrière lui. La mission est accomplie, mais la guerre de l'ombre n'est pas terminée. L'ennemi est rationnel, il est compétent. Il a observé la façon dont les États-Unis ont combattu aujourd'hui, et il s'adaptera. Mais les Américains les ont observés également. L'A-10, c'est Thunderbolt 2 et les 2 F-35B, Lightning II se forment en V, serrés au-dessus du porte-avions. Ils laissent derrière eux un ennemi désorienté et saignant, et un littoral qui sait désormais qu'il est observé. Il y a un détail concernant l'A-10C que la plupart des gens manquent complètement. Tout le monde parle du grand canon ou du blindage en titane. Mais la vraie raison pour laquelle ce pilote a pu traverser un verrouillage radar S-300 sans perdre son calme s'appelle le mode de réversion manuelle. Le Warthog est le seul avion de combat moderne qui peut perdre chaque goutte de fluide hydraulique et être encore piloté. Si l'électronique est grillée ou si les conduites sont sectionnées, le pilote peut littéralement actionner un commutateur et piloter l'appareil avec rien d'autre que des câbles et des poulies en acier, comme un vieux tracteur avec des ailes. C'est pourquoi il a été choisi pour cette mission. Pas parce qu'il est furtif, pas parce qu'il est rapide, mais parce qu'il est imprenable. Le camp qui voit tout est celui qui décide comment l'histoire se termine. Et pour l'instant, la mer ne se soucie pas des bilans. Elle ne se soucie que de savoir qui tient encore debout lorsque la fumée se dissipe.